Yo, salut tout le monde. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, je profite d'être au WPS, le grand retour après 7 ans. Et on va faire une interview avec une légende. C'est vraiment une légende française qui a inventé des mouvements, qui a vraiment marqué son temps. Et ça me fait vraiment quelque chose de le recevoir. C'est assez rare de le croiser. Moi-même, j'habite en France et je crois qu'on s'est croisé au maximum 3 fois. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pris le temps de m'asseoir avec lui et de pouvoir avoir cette discussion. Pour ceux qui ne connaîtraient pas B-Boy Punisher, je vous mets quelques images. Et voilà, vous avez vu, vraie légende, une forme parfaite et ça tourne, ça envoie. Donc Punisher, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que, voilà, pour peut-être la nouvelle génération maintenant, est-ce que tu peux te présenter? Yes. Je peux le tenir, t'inquiète pas. Ok. Bah écoute, les gens me connaissent sous le nom de B-Boy Punisher. Mon vrai nom c'est Pierre Blériot. Et, ça fait 24 ans que je danse maintenant. J'ai fait à peu près 10 années de battle. J'ai beaucoup voyagé avec les battles. Et après ça, je suis rentré dans Flying Steps. Et j'ai fait, on a fait beaucoup de shows. On a fait le tour du monde, notamment avec Red Bull Flying Bar. Aujourd'hui, classique, c'est ça? Qui mélange la musique classique avec du break. Et voilà, j'ai eu 2 enfants. Et j'ai fait un petit break de 5 ans où j'ai continué à m'entraîner, mais j'étais plus trop sur la scène. Et aujourd'hui, voilà, je suis de retour un peu, juge les battles et je re-rentre un petit peu dans le circuit des battles. Ok, super. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou, en tout cas à ton frère. Ouais. Parce que voilà, le grand frère du coup, Ouais. il a une importance aussi dans l'histoire de qui est Punisher, je pense. Ouais, et puis, ceux qui connaissent, c'est B-Boy Demon. Une grosse inspiration pour moi, je pense la plus grande, hein, étant donné que c'était mon grand frère, j'ai toujours regardé. Et voilà, aujourd'hui, bientôt 40 ans, toujours une machine, il s'entraîne toujours autant. Et voilà, et je pense qu'il a aussi marqué son temps en France. Les gens le connaissent beaucoup et je pense que ce serait bien de l'avoir aussi pour toi, un de ces quatre. Il est sur la liste, mais il fait aussi partie des Pokémon rares. Ouais, voilà, et puis des fois, quand on se croise, j'ai pas envie non plus de couper le moment, tu vois, que ce soit un entraînement. Donc c'est pour ça qu'il y passera un jour, maintenant je ne sais quand. Alors tu as déjà répondu à quelques-unes de mes questions, notamment le nombre d'années de pratique. Ouais. Toi, tu as toujours fait des power moves? Non, genre j'ai commencé vraiment en tant que breaker pur, où j'ai touché à tout. Après moi, ce que je vends, entre guillemets, et les gens me connaissent pour les power moves, mais après je suis beaucoup plus complet que ça. Ça fait 24 ans que je danse, j'ai fait des centaines, des milliers de shows. Du coup je touche à pas mal de choses, mais les gens me connaissent pour mon amour des phases et c'est ce que je continue de promouvoir parce que je pense que c'est là où j'ai marqué les esprits. Et même si je sais faire d'autres choses, je vais pas aller marquer les esprits avec le reste de ce que je sais faire. Mais voilà, ouais, power move, beaucoup d'entraînement. À l'époque, je montais même à 12 heures par jour, donc c'était vraiment l'acharnement avec le cœur. À une époque où il n'y avait pas l'effervescence de YouTube, pas forcément de ce qu'on pourrait appeler des tutos. Aujourd'hui, voilà, ça pullule en fait sur les réseaux et sur YouTube. Donc, tu as inventé des mouvements, on peut le dire. Ouais. Et notamment un mouvement qui aujourd'hui, on va dire, c'est devenu une base. Ouais. Et bah, voilà, le précurseur, ça a été toi. Et beaucoup de gens disaient que ça serait impossible. Ouais. Tu l'as fait. Et aujourd'hui, c'est un standard. Comment je vais pas dire que tu le vois ou tu l'as vécu, mais c'est quoi pour toi cette partie de l'histoire en fait d'avoir inventé un mouvement et puis qu'aujourd'hui en fait ça devient un standard à développer parce que maintenant on voit donc c'est la Vriambra, 19, Vriambra maintenant ça descend sur d'autres trucs, etc. Bah, en fait c'est des transitions logiques entre guillemets. Quand tu
quand tu arrives à rentrer un mouvement, bah, il y a forcément tout ce qui suit derrière. Donc ouais, c'est toutes des transitions auxquelles on peut penser. Et non, bah, ça fait plaisir en tout cas de me dire que j'ai réussi à mettre cette pierre à l'édifice. Après, je dis pas que j'ai inventé proprement quelque chose parce que je pense que, enfin, mon frère notamment, il y pensait. Il y en a beaucoup, B-Boy Hashmi aussi, il y pensait. Il y en a beaucoup avant moi qui y ont pensé. Maintenant, on était dans une époque où c'est impossible à faire. Est-ce que c'est possible? Donc, je pense que le plus dur, c'est de passer à travers et briser le mur. Une fois que le mur est brisé, les gens voient que c'est possible. Du coup, ils se disent ah, c'est possible, moi aussi, je peux le faire. Et après, ça fait l'évolution. Aujourd'hui, le move, comme tu dis, c'est devenu une base. Et les gens le font en long, en large, en travers. Et c'est très bien. Et j'en suis très heureux. C'était en quelle année du coup la première, on va dire, officielle, validée Validée, de toute manière, c'est simple. Je l'ai fait 2 jours avant le Battle Evolution à Miami. Et je l'ai fait en 2007. Je l'ai fait au Battle Evolution à Miami. Donc c'est daté, il y a le Battle. Donc 2007, on a la première Vrille un bras filmée et tout ça. Et tu as eu à peu près les mêmes mots et la même discussion dans le reportage qui est sorti sur Le Monde pour la double vrille. Donc aujourd'hui on est en 2024, on est à la course à la double vrille, on y est proche. J'ai donc bien suivi le reportage et du coup bah, c'est assez fou en fait la recherche qu'ils ont fait et tout ça. Et dedans du coup tu touches 2 mots sur ce mouvement et tu dis exactement la même chose, c'est-à-dire que pour l'instant on va dire que la glace n'est pas brisée, mais dès que ça va être fait, et ben en fait ça va ouvrir en fait un nouveau monde avec ça et ça va probablement devenir une base qui sera quand même techniquement parlant un sacré challenge, mais ça l'était déjà la vrille un bras finalement. Ouais, carrément, c'est pas un challenge plus difficile. Si, en fait, c'est le risque du mouvement, mais on avait aussi ce risque-là avec la vrille un bras de se dire je vais me casser le bras à la réception. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un impact, même si aujourd'hui il y en a beaucoup qui le font, ça reste un mouvement physiquement on prend quand même un sacré choc sur le bras. Et la double vrille, c'est la même chose, sauf que c'est encore même plus dangereux. Donc il y a toujours la tête. Il y a la tête. Moi j'ai failli me tuer avec la double vrille. C'était en 2009. J'ai failli me tuer avec. 2007, vrille un bras. 2009, t'attaques la double vrille. Non, je l'ai attaqué en 2007 même. Wow. En fait, j'ai fait la vrille un bras été 2007. Et après, j'ai attaqué la double vrille en fin 2007. Mais mon frère, lui, il avait carrément attaqué la double vrille déjà en 2003. Wow. Donc il essayait déjà, mais il le faisait en torpille, il le faisait sans la rotation complète. Mais il serrait les jambes et... Voilà, il serrait les jambes, il tournait en torpille. Comme en tricking un petit peu. Voilà, il disait je vais essayer de la rentrer comme ça et tout ça. Et il y avait déjà des résultats concluants. Après, il a pas continué sur ce chemin-là, mais je pense que le plus dur, c'est pas de penser au mouvement, parce que je pense qu'en tant que breaker, on pense tous à des trucs super compliqués, c'est clair, super complexes. Mais le faire en vrai, je pense que c'est la partie la plus complexe. Après, bien sûr, il faut déjà réussir à le voir dans sa tête, surtout si c'est des choses qui n'ont jamais été faites. Si on n'arrive pas à le voir dans la tête, comment on peut pas le réaliser en vrai? Je pense que le travail commence déjà dans la tête. Donc, petit spoil, mais si vous faites un workshop avec Punisher, c'est un truc qu'il aborde et qui est dans bien d'autres sports, la visualisation. Aujourd'hui, dans le break, on commence à en parler parce que bah, voilà, il y a eu le domaine sportif qui s'est un petit peu instauré. Mais voilà, c'est un point important et comme tu le dis, par rapport à des mouvements comme ça. Et d'ailleurs, je pense que Célil en est aussi un bon exemple parce qu'il en avait parlé, qu'il mentalisait, visualisait énormément, notamment lui, la vraie vrille un coude, faire le tour complet. Et que c'était pas quelqu'un qui s'entraînait de manière hard dessus, comme un bourrin, mais plutôt le conscientiser, le faire dans son corps de nombreuses fois, faire un essai, y penser, faire un essai, tu gagnes en énergie, tu gagnes en blessure, etc. Et c'est pour ça que voilà, pour Célil, il a une hauteur quand il envoie qui lui permet du coup de faire le tour, entre guillemets, tranquillement, et de venir se placer. Et bon, t'as beaucoup développé sur la vrille, etc. C'est quoi, même si je pense que du coup on a la réponse, mais c'est quoi ton power move préféré? Honnêtement, j'en ai pas. Sérieusement, j'en ai vraiment. J'ai pas un move préféré. Alors, il y a un move que j'aime bien travailler, mais ça, c'est 90 parce qu'en fait, c'est pas un mouvement c'est un mouvement qui est très très difficile techniquement, mais physiquement, ça va, tu ramasses pas trop. Que par exemple, faire des Thomas, tout ça, pour le corps, c'est quand même beaucoup plus lourd à porter. Après, t'as toujours été quelqu'un quand même dans les power moves plutôt aériens.
C'est pas un grand spécialiste des ground power, tu les as, mais on t'a plus connu très aérien, les 19, les vrilles, vrille un bras, les 16, etc. etc. quoi. Mais, et du coup, avec une forme, voilà, je vais dire quasi parfaite parce que je pense que tu es très perfectionniste et du coup, peut-être que tu me diras que c'est pas encore ce que tu voudrais, mais voilà, avec une forme, voilà, jambes très tendues, une bonne puissance, une très bonne rotation, une bonne circularité, enfin tout ce qu'il faut pour que ce soit. C'est propre à l'époque. Parce que moi, à mon époque, on avait. Enfin, j'ai grandi, moi, au début avec des. Il y avait mon frère, forcément. Il y avait Benny Kimoto, Tough Kid, Boy, Rowan. Après, j'ai vu des Coréens qui étaient très propres. Et à cette époque-là, on avait une notion de si tu fais un mouvement, déjà, il n'y en avait pas 1000. Mais si tu le fais et qu'il n'est pas propre, une vrille où tu passes un peu en arrière, légèrement, on te dit mais c'est pas une vrille. Donc tu étais tout de suite affiché, ça marche pas. Okay. Qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, elles sont peut-être un peu plus axées sur le côté je fais beaucoup de tricks, de techniques au maximum, mais pas forcément, c'est pas grave si c'est pas super clean. Et je pense que c'est générationnel. Nous, à notre époque, on n'aurait jamais fait ça. Et du coup, peut-être qu'on se bloquait aussi, on se bloquait sur certaines choses, à des idées, tu vois, que eux, ils avaient peut-être pas forcément ils ont pas forcément ces blocages aujourd'hui. Et c'est ça la beauté du break, quoi. Il n'y a pas de règles. Et est-ce que, enfin, pour toi, c'est quoi le power move le plus dur, celui qui t'a le plus challengé, sur lequel tu as dû peut-être redoubler d'efforts plus qu'un autre? Voilà, il y a des mouvements, des fois on a un peu naturellement peut-être des facilités, et d'autres où même si on a la technique, même si on voit que c'est possible, bizarrement on a plus de galères à le débloquer. 99, hein. C'est clairement le plus galère, c'est celui que j'ai le plus bossé. C'est surtout en fait que moi, à l'époque où je l'ai bossé, quand j'ai commencé à le faire, on disait que 10 tours c'était même pas. C'était moins possible que de faire la vrille un bras limite, tu vois. Ok. C'était 10 tours, c'était mort. À l'époque, tu faisais 4 tours dans un battle. Ça se levait. C'était émeute. Une fois, j'ai réussi à faire 4 tours, c'était en 2000, je crois que c'était en 2001. J'ai eu un coup de chance, j'ai fait 4 tours, je fais vrille 4 tours. Et j'ai mis une émeute dans la salle. D'ailleurs, j'aimerais trop retrouver la vidéo, c'était en Suisse. J'ai mis une émeute, c'était juste 4 tours 90. Donc on se disait, mais tu te rends compte, 10 tours. Et il y avait Benny qui faisait déjà 7 ou 8 tours, tu vois. C'était déjà, moi, la première fois que j'ai vu ça, je crois que c'est le truc qui m'avait le plus bluffé. C'était un truc de ouf. Et ouais, du coup, 90, beaucoup de temps, mais un manque de savoir. C'est-à-dire que j'ai travaillé aussi beaucoup n'importe comment. Parce qu'en fait, les seuls exemples qu'on avait, ils n'étaient pas encore concrets. Qu'aujourd'hui, si on commence à travailler cette figure, ben, il y a moi ou il y a Malish, on sait que les deux, il y a une technique qui est bien propre, avec un axe bien propre et tout ça. Donc aujourd'hui, on a le savoir, on a accès à ça, on ne l'avait pas avant. Du coup, c'est pour ça aussi que j'ai passé énormément de temps dessus, parce qu'en fait, j'ai avancé aussi dans le délire. Je me rappelle quand je regardais les vidéos pour apprendre, c'était sur le magnétoscope, et c'était le ralenti de l'époque où tu devais appuyer 50 fois sur le bouton pour faire arrêt, pause, arrêt, pause, arrêt, pause. Et je regardais, moi je me rappelle, je regardais les techniques comme ça. Et surtout sur des techniques en plus qui étaient fausses. C'était cette manière-là que j'apprenais aujourd'hui. En Full HD Motion, t'as juste à regarder ce que toi tu fais et ce que l'autre fait bien. Et tu vois tout de suite une différence. Donc tu gagnes un gain de temps, c'est énorme. D'ailleurs, je le dis dans mes workshops, travaillez avec votre portable. C'est un outil qui est indispensable aujourd'hui. Je suis d'accord, 100% d'accord. Et pour toi, c'est quoi la compétition la plus importante? Parce qu'il y a eu, durant toutes ces années, des phares, pardon. Power Move, je parle. Ouais. Pour toi, voilà, le Saint Graal un petit peu en Power Move, qu'est-ce qu'il faut gagner? Est-ce qu'il y a un espèce de grand chelem? Il faut avoir fait telle compétition? Est-ce qu'il faut en gagner une? Enfin, comment tu vois les choses un peu là-dessus? Alors, en termes de compétition, c'est le World Power Move. Il n'y a pas photo. Toi, on voit le level aujourd'hui, c'est chaud, c'est très très dur le level. Après, c'est pas forcément parce que tu gagnes un battle aujourd'hui que tu es le meilleur. Il y a tellement dur, il y a une telle prise de risque. Ça fait pas forcément de toi le meilleur du monde, mais quand même gagner le World Power Move, c'est pour moi là en Power Move, c'est très 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 dur à gagner. Enfin, celui qui gagne, c'est quand même. Enfin, c'est difficile de dire le meilleur, tu vois, parce que t'es aussi un pro en la matière. Il y a tellement
tellement de choses qui rentrent en jeu que c'est compliqué. Mais ouais, en tout cas, ce battle-là, c'est définitivement le plus compliqué. Après, si je peux compléter ce que tu dis de ma vision avec du coup, moi je suis une génération plutôt après toi. Ouais. Moi, ce que je vois en fait, c'est surtout le format. Il ne laisse pas place à l'amateurisme dans le sens où il y a des gens qui sont bons en power move, mais ils sont bons sur 2 passages. Tu vois, ils n'ont pas assez de contenu, donc ils vont avoir 2 ou 3 sets. Ils sont patates, qui savent faire, qui savent rentrer, et du coup, tu dis waouh, c'est chaud. Mais en fait, une fois que tu as passé ça, ils ont plus de contenu. Ouais. Et aussi, sur ce genre de format où il faut quand même 11 passages pour aller au bout, faut arriver avec forcément une maîtrise, Ouais. une certaine endurance, un cardio, et puis justement cette maîtrise un peu dans la circularité et tout ça pour gérer son espace, pour voilà, pour moi c'est là où justement cette compétition elle est un peu unique. Ouais. Parce que tu peux avoir des battle power move qui sont dans différents événements, mais parfois par des fois manque aussi de participants, on retrouve directement une demi-finale. C'est un passage de qualif, on n'a pas le temps dans l'événement, donc la demi-finale c'est un passage et la finale on fait en 2, donc 4 passages. Bon, tu peux broder un peu, Ouais. tu vois, et tu peux t'en sortir. Mais sur des compétitions type World Power Move Series, Combination, etc., voilà, il n'y a pas de place pour l'amateur. Il n'y a pas de place. Et puis c'est. Moi, je regarde ça d'un œil extérieur. C'est quand même incroyable le niveau qui est réuni aujourd'hui. Et je me dis, c'est tellement dommage. Parce qu'aujourd'hui, on a dépassé le stade juste du batteur de rue. Et ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. C'est là, il y a vraiment des athlètes de haut niveau. C'est vraiment, on est on tape dans le plus haut niveau de ce qui se fait au monde. Pourtant, il n'y a pas de moyens. Moi, je vois les breakers qui se déplacent, le niveau qu'ils ont, la manière dont ils se déplacent, la galère que c'est. Et finalement, en fait, et ça, c'est pas la faute des organisateurs. C'est simplement que il n'y a pas assez d'argent qui est investi dedans. Mais aussi, il y a peut-être derrière une mauvaise com de la part des pratiques. Peut-être qu'il n'est pas assez bon à se vendre. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, ça c'est aux Olympiques. Ça, c'est les Jeux Olympiques, ça. Ça, c'est quelque chose. Fallait être là hier au qualif pour se rendre compte. Mais on est au qualif hier, il y a pas non plus énormément de monde. Mais je pense qu'on met ça sur une scène olympique, c'est foutu, c'est fini. Et il y a ce 2 poids 2 mesures où les mecs, c'est des athlètes de très haut niveau, ils sont pas moins bons que les meilleurs athlètes de foot ou les meilleurs athlètes. On est vraiment sur du haut niveau et c'est des gens qui viennent juste avec le cœur et la rage. Et ça, je trouve ça dommage aujourd'hui, en 2024, qu'on n'ait pas de sponsors, qu'il n'y ait pas des milliers d'euros pour les athlètes qui puissent s'entraîner et être payés. Enfin, les mecs, ils galèrent, il y en a, c'est des street shows, ils rentrent tous les soirs, tous les mois, c'est galère de payer le loyer, et pourtant, ils font partie des meilleurs athlètes au monde, tout sport confondu. Du coup, ouais, je sais pas si, est-ce que c'est aussi peut-être de notre faute à pas assez, justement, faire la promotion de ce type d'événement. Et même moi, je le réalise, hein. J'en fais partie aussi. Ouais, après, moi qui suis aussi organisateur d'événements avec mon collectif, je pense que c'est de mieux en mieux. Ouais. Mais je pense aussi parfois que c'est aussi la complexité de notre discipline dans le sens où justement il n'y a pas de règles. Et tu vois, par exemple, tu parles des Jeux Olympiques, les retours des Jeux Olympiques, des gens un peu néophytes, c'était on n'a rien compris. Parce qu'en fait, personne ne fait pareil. Alors que, sans aucune animosité avec aucun sport, un 100 mètres, tu dois courir le plus vite. Ouais. Tout le monde comprend. Nous, tu vas avoir un gars qui va sortir, gars ou fille, peu importe, mais qui va sortir des power moves, des footwork et du style et tout ça. Et en fait, les gens, ils savent pas qu'est-ce qui marque des points, entre guillemets, parce qu'en fait, on marque pas de points réellement. C'est juste une espèce d'appréciation globale qui inclut la musicalité, mais la musicalité, elle peut être de plein de sens différents. C'est-à-dire que y a différents niveaux de musicalité. Il y a qu'est-ce qui va, entre guillemets, rapporter plus de points, de s'arrêter net sur un impact. Est-ce qu'il y a la musicalité un peu deep et sur la mélodie. Il y a plein de choses. Et ça, je pense que les gens, en fait, ils comprennent pas. Et c'est naturel et humain. Quand tu comprends pas, ça t'intéresse moins. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu racontes. Et il y a ce côté-là aussi, mais il y a le côté aussi, moi je trouve qu'ils ont loupé le coche dans le sens où il y a déjà un BC One.
il y a déjà des 1 contre 1, tu vois. Et pour la première fois qu'on peut promouvoir le break sur la scène olympique, on nous met des 1 contre 1. Et les gens qui regardent, ils se rendent pas compte que 1 contre 1, tu fais pas pareil que quand t'es en 7 contre 7. Moi, j'aurais plutôt vu des battles nation-nation où les mecs, ils ont le temps de respirer pour renvoyer tout ce qu'ils peuvent derrière et où les gens auraient pu voir le vrai break. C'est un sport d'équipe à la base. Les 1 contre 1, ça arrivait après. C'était pas. Enfin, moi, quand j'ai commencé dans les années 2000, il n'y avait pas de 1 contre 1. C'était crew contre crew. Et j'ai trouvé ça tellement dommage de refaire un BC1. Déjà, c'est la compétition la plus médiatisée. Et on refait la même chose aux Jeux Olympiques. Alors ouais, c'est facile de critiquer et tout ça, mais moi, en tout cas, d'extérieur, encore une fois, de vision extérieure, j'ai trouvé ça un peu redondant, de me dire encore une fois, tu vois. Après, bon, ça c'est un long débat, je pense qu'il y a long à dire, et ce qui est fait, et puis ça va servir à ceux que ça servira. C'est bien de le dire. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on revienne aussi aux vraies choses. Oui, après, je pense que dans tout ce discours, il y aura des gens qui seront d'accord, pas d'accord, et c'est le principe aussi des avis, comme plein de gens qui peuvent considérer que justement de séparer les catégories de break, c'est pas forcément bon. Après, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Sur cette chaîne, on est plutôt pour move lifestyle, tu vois. Donc du coup, on va rester là-dessus. Ouais. Moi, j'ai quelques autres questions. C'est plus largement, du coup, ça peut être ce que tu veux, mais est-ce qu'il y a des choses, je dis 3, mais tu mets le chiffre que tu veux, 3 de tes inspirations, des choses, des gens, des... Alors ouais, des aspirations. Alors bien sûr, moi j'ai commencé vraiment, c'était comme j'ai dit, alors il y avait Benny, très grosse inspiration, Ronnie Ruben, vraiment à l'époque où moi j'ai vécu, c'était Ronnie Ruben, c'était incroyable. Les formes et tout, les formes de vrille. Enfin les formes, tout ce qu'il a ramené sur la table, c'était un truc de fou. Benny pareil, c'était le précurseur de beaucoup de choses. Et moi, un de mes favoris, ça a toujours été Boy. Okay. Boy, j'ai regardé ses solos, mais des milliers de fois. Et c'était pas juste une histoire de power move, c'était aussi une histoire de caractère. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, quand j'étais petit, je les imitais. Benny, il avait une tresse, j'essayais de me faire mettre une tresse. Il y avait Boy, comme il bougeait, son style, comme il s'habillait. J'essayais de reproduire ça. J'étais dans la copie totale au début. C'est normal quand on commence. Et ouais, là, ces 3 b-boys là, bon, sans parler de mon frère, parce que bien sûr, comme j'ai dit, c'était vraiment peut-être lui qui m'a le plus inspiré, comme j'avais la vision du petit frère qui regarde le grand. Mais ouais, Boy, beaucoup d'inspiration, enfin de toute manière des 3. Hein, qu'ils ont... Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui, on les met pas assez en lumière, parce qu'ils ont tellement ramené. Mais en fait, il aurait fallu vivre à cette époque pour se rendre compte que ce que ces 3 mecs là, ils ont ramené sur la table. Ils ont fait toute l'évolution, enfin tout ce qui est vrai coup d'un coude, les coups de montée, machin, tout ça c'est Boy. Tous les gros spins c'est Benny. Ronnie Ruben, il a ramené toutes les variantes de boule et tout ça. Et en fait, après tout ça, ça fait des suites logiques que nous derrière on peut travailler. Ah, il a fait ça, donc moi je peux le faire comme ci, comme ça. Donc pour moi, c'était les 3 gros pionniers. Puis il y avait Tough Kid aussi. Hein. J'oublie Tough Kid aussi, il était là aussi. Donc voilà, je parle vraiment en power move. C'est ceux. Après, il y a eu la génération d'après. Moi, j'ai vu Bruce Lee et Kim Il-sung qui m'ont inspiré de ouf. Tu vois, donc j'ai grandi. On va dire, moi, je me suis formé jusqu'en 2004 avec tous ces gens-là. Et après, à partir de 2005, 2006, 2007, j'ai commencé à trouver ma voie. Mais je pense que tout breaker a besoin de... On commence en regardant les autres, de toute manière, c'est un processus normal. Et par contre, des fois, il y a cette fierté un peu mal placée, donc j'ai tout inventé. Bon, bah, c'est aussi le discours. Tu vois, mais après, on sait tous, tu peux pas partir de nulle part. Il y a forcément les gens de ton collectif avec qui tu t'entraînes. Il y a forcément à un moment des vidéos. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc un peu comment on va dire, inconscient. Ouais. Mais des fois, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais tu sais, tu vas essayer une idée à l'entraînement. Et tu as le sentiment de l'avoir déjà vu quelque part sans avoir le nom et tout, mais en fait c'est parce que tu as vu tellement de choses que tu sais, c'est peut-être il y a 5 ans, et puis là tu es dans le moment où tu peux le faire physiquement, dans tes capacités, tes compétences, et puis en fait c'est là où tu dis ah mais en fait j'ai déjà vu quelque part ce truc. Ouais, et puis on a eu aussi, parce que j'oublie des noms et puis ça m'énerve un peu parce que je peux en oublier plein, mais il y avait Rodolphe aussi en France. En France, Rodolphe, enfin moi en tout cas quand j'ai grandi, il était là, il a beaucoup aussi inspiré mon frère. Rodolphe, pour ceux qui connaissent pas, c'était une machine quoi à l'époque, c'était incroyable. Ouais. Et Rodolphe, et puis après il y a eu Marcio qui est de ma génération aussi. Vraiment une très grosse inspiration aussi. Donc, on a eu en France, on
on a eu une époque où c'était vraiment très très power move. T'as eu des Abou, des Billy Boy. Ouais, j'en oublie. On en oubliera forcément, mais en tout cas, ils se savent de toute façon. Ouais, Hein. ouais. Sur Lyon, il y en a eu plein aussi. Hein. C'est bien de le dire. Oui. C'est bien de le dire. Après, là, j'en oublie forcément. Mais... On pourra pas tous les citer, c'est normal. Et déjà, on développe énormément, donc je trouve qu'il y a énormément d'infos, c'est trop bien. Je pense que je vais pas faire toutes les questions parce qu'après ça va partir en émission télé de 1 heure. Mais voilà, après, par rapport à ce qu'il y a pas mal de questions que j'ai, tu as déjà abordé le sujet en tout cas dans ce que tu as dit. Donc je vais pas aller plus dessus, mais est-ce que, parlons plutôt des aspects un peu négatifs, mais est-ce que pour toi, il y a des contraintes lorsqu'on pratique en fait les power moves? T'en parlais un peu tout à l'heure, le fait peut-être de manque de reconnaissance, mais peut-être des contraintes physiques, des contraintes de lieu d'entraînement, des choses, voilà, peu importe. Ah ouais, carrément. Mais moi j'ai fait le break vraiment à la dure, quoi. C'était à la street. J'allais m'entraîner dans les gares à 6h du mat, je prenais mon sac. J'allais m'entraîner avec Pinky, c'était mon ancien. Enfin, toujours dans le même crew hors norme. Et j'allais m'entraîner, on partait à 6h du mat, on allait s'entraîner toute la journée. Je me suis beaucoup aussi entraîné avec mon frère. Et il n'y avait pas d'endroit, c'était dans l'herbe, dans des gares où souvent t'avais des clochards à côté qui urinaient partout. C'était vraiment à l'ancienne. L'hiver, on allait dehors, on avait des salles, tu vois, mais les salles, c'était, vous avez la salle 2 heures le soir, et c'était pas assez en fait. Nous, on avait la dalle, et puis en plus, on a grandi avec Dragon Ball Z, où notre mentor, c'était Sangoku, tu vois. Donc le gars, c'est la vision qu'on avait, c'est tu t'entraînes, et si tu peux, tu t'entraînes encore. Donc c'était ça, il y avait pas, moi, ma vision, c'était, mais je vais m'entraîner plus que les autres. Et j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de choses très mal. Mais c'était l'époque, il n'y avait pas les informations qu'il y a aujourd'hui. Mais je regrette pas. Et même au final, moi j'ai fait mon garage pour pouvoir m'entraîner comme je veux. Illimité, voilà, à l'heure que tu veux. En illimité, mais il n'y a pas de règles. Et d'ailleurs, je trouve, moi je vois beaucoup de breakers dans ma ville. Et je trouve que c'est dommage, ils ont beaucoup accès aux salles. Mais j'ai l'impression qu'ils attendent le moment de la salle pour s'entraîner. Tu vois. Oui, je pense pour beaucoup de gens, oui, c'est le créneau dicte le temps d'entraînement. Voilà. Ça, c'est clair. Quand tu vois les power moves, tu ne peux pas. C'est trop dur. Tu fais 2 heures par jour, c'est déjà beaucoup pour beaucoup de gens, mais en 2 heures par jour, c'est pas là que tu vas faire les meilleures performances. Ouais, c'est évident. Et question pareil, un peu plus générale, du coup, tu as déjà donné quelques éléments tout à l'heure avec les qualifications d'hier, mais toi qui as du coup pris part à l'évolution des power moves, aujourd'hui, 2024, qu'est-ce que tu penses de la scène power move mondiale de manière générale en fait, par rapport au niveau, par rapport à peut-être le nom, enfin les grands rendez-vous, les événements, etc. Enfin, de manière un peu générale, qu'est-ce que tu penses de la scène en fait power move mondiale? Je trouve que franchement là en 2024 ça a un regain énorme, et je pense qu'aussi avec les JO, avec les reportages, tout ça, c'est comme la double vrille, là on voit des petits Chinois qui la rentrent, qui atterrissent sur le coude et qui repartent. Là je pense qu'il y a un regain énorme, et il y a un créneau à promouvoir en tout cas. Les power moves sont jamais aussi bien portés. Il y a des caractères qui sortent de tous les pays. Donc ouais, moi franchement je suis sur le cul. Hein. Le niveau qu'il y a là, il est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ça a fait une évolution énorme. Je trouvais qu'à un moment donné, il y avait eu un peu un vide où on voyait plus trop de power movers, et je me suis dit bon, c'est tellement dur que faut que la nouvelle génération, le temps qui se forme, ça prend du temps. Et aujourd'hui, on a des gars comme Tiger, tout ça, Malish, qui sont au top niveau, et on a aussi pareil au Japon, partout. On a des tueurs, parce que je pense qu'il y avait besoin aussi de ce laps de temps pour arriver à haut niveau. Les power moves, c'est dur, hein, on vient pas à haut niveau en 2 ans, donc voilà. Non, aujourd'hui, franchement, j'ai hâte de voir les battles tout à l'heure. Même moi, je suis en pression alors que je danse pas, tu vois. Dernière question très, enfin c'est pas une question. Je vais te lancer parce que peut-être que tu en parleras pas toi-même, mais je vais en profiter pour te mettre un peu en avant. Je vais te laisser passer un message et un conseil, ce que tu veux, un mot de la fin. Mais avant ça, je voudrais aussi quand même vous le dire, s'il le dira pas lui-même, qu'il poste du contenu sur sa chaîne, c'est Patreon.
Patreon et Instagram. Ouais. Et en gros, c'est du knowledge pour move, mais deep, c'est-à-dire que c'est pas juste un tuto, c'est le conditioning qui va avec, le stretching. Je sais que tu parles aussi un peu d'alimentation, etc. On n'a pas abordé ce sujet, mais regardez comment il est fit. C'est pas possible s'il prend pas soin à son âge de ce qu'il mange et de ce qu'il boit. Donc voilà, la question elle est, elle est claire. C'est voilà, bien manger, mais comme je le dis, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Mais voilà, c'est un puits de savoir et c'est aussi pour ça que je voulais absolument faire ce petit entretien avec toi. Donc allez sur sa page Instagram, allez dans le lien qu'il y a sur la bio. Et voilà, en plus je crois que c'est un prix ridicule pour un knowledge, je pense, infini, et c'est régulier, c'est pas un one shot. Voilà, tu le fais quand tu as le temps, je pense, mais c'est régulier. Moi je vois les actualisations. Et voilà, ça c'est du vrai contenu. Il le fait parce qu'il a envie de laisser aussi du knowledge et du savoir en fait, pour que ça développe et justement aller encore plus Il y en loin. a beaucoup qui sont en demande aussi. Donc je me dis c'est cool que je puisse leur donner, leur donner ce contenu-là, quoi. Moi, si j'avais eu ça à cette époque-là, en fait, c'est donner aux gens toutes les erreurs que j'ai faites, qui m'ont pris il y a des erreurs, elles m'ont pris 20 ans à comprendre que c'était des erreurs. Et tout ça, c'est offert sur un plateau. Donc c'est vrai que si moi j'avais eu cette chance-là, honnêtement, j'aurais été 2 fois plus fort. 2 fois plus fort, facile. Et si tu as autre chose à dire pour la scène, pour les gens que... Peu importe. Non, bah lâchez rien, continuez. Les power moves, c'est dur, mais les power moves, c'est la vie. On tourne, l'univers tourne. Donc les power moves, c'est l'univers. Donc voilà, on reste encore dans la fable. On voit encore juste la face visible de l'iceberg. Je pense qu'il y a une face cachée qui est encore énorme. Donc on est au tout début, j'en suis persuadé. Donc voilà, ouais, continuez à kiffer et à partager. Et voilà, le savoir, c'est le partage. Et c'est ça le break. Yes, et ben j'en profite moi pour faire une grosse dédicace du coup à tous les membres de Firecorp, parce que je sais que ça s'entraîne dur dans les montagnes, hors norme par extension, et Flying Steps, même si je connais très peu des membres, mais en tout cas voilà, suivez Pierre aka Punisher, et si vous ne connaissiez pas, et ben faites vos devoirs, allez voir les vidéos, c'est très important de connaître entre guillemets d'où on vient, parce qu'il a fait partie de ce chemin là. Et je te remercie énormément pour tout ce que tu as dit. C'est, je pense, une des interviews les plus longues, mais loin d'être inintéressante. Il y a beaucoup de contenu. Et voilà, je te remercie énormément. Et je te souhaite une méga bonne journée. Je pense qu'on va tous passer un bon moment. Let's go! Et aujourd'hui, c'est toi qui représente la France, donc on compte tous sur toi. Il paraît. Tous sur toi.